Bonjour à toutes et tous. C'est possible de monter un peu le volume ? Bonjour à toutes et toutes. Bienvenue ce matin à la première table ronde organisée dans le cadre du colloque FCU. Une table ronde importante dans la suite des premiers échanges que nous avons eus hier soir. L'objet ce matin de cette table ronde est d'éclairer la problématique des transitions environnementales, écologiques et énergétiques pour l'enseignement supérieur et la recherche. Et pour éclairer cette question, nous avons 3 interventions ce matin, dont une intervention vidéo. Nous accueillons Clémence Voreux, qui est coordinatrice pour l'enseignement supérieur et la recherche au Shift Project. Nous avons Delphine Pommeret qui sera avec nous à distance, en visio. Delphine est directrice de la fondation UVED. Et puis nous aurons Arnaud Cuisset, vice-président délégué au grand projet à l'ULCO, qui viendra nous parler du projet lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir dans la filière décarbonation, projet qui s'appelle C'est décidé, dont le président Sadoc nous a parlé hier. Et puis nous aurons une petite capsule vidéo qui viendra illustrer les travaux d'un shifter en établissement, et nous aurons le plaisir de voir Philippe Poncharal sur cette vidéo. Je laisse tout de suite la parole à Clémence pour une présentation des travaux du Shift Project. Alors c'est quoi le Shift Project en quelques mots et qu'est-ce qu'on peut en dire ? Merci beaucoup pour l'invitation déjà à votre colloque. J'ai cru comprendre que vous aviez eu des échanges très riches hier et donc je suis ravie de pouvoir participer au début de la 2e journée. Et j'espère qu'on pourra vous donner quelques grains à moudre pour la suite des échanges aujourd'hui et pour la suite. Donc le Shift, qu'est-ce que c'est ? On est un think tank, donc mot anglais pour dire qu'on est une forme de laboratoire d'idées associatif. Donc ça veut dire qu'on est d'intérêt général. On mène des travaux qui sont guidés par la rigueur scientifique, donc pas académique, mais scientifique. Donc on essaie de suivre des méthodes qui sont celles aussi que vous connaissez dans vos établissements. Et notre objet, c'est d'éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique et climatique. Et donc éclairer, ça veut dire qu'on produit des rapports en gros, et influencer, ça veut dire qu'on fait du lobbying, parce qu'on assume ce terme au Shift. On a la particularité dans d'autres organisations, parmi d'autres organisations environnementales, de s'intéresser à ce qu'on appelle, nous, la double contrainte carbone, qui est un terme très jargonesque pour dire qu'on s'intéresse à la fois aux enjeux climatiques, qui vous ont, je crois, largement été expliqués hier et sur lesquels je ne vais donc pas m'étendre, mais aussi les enjeux énergétiques, qui sont du coup les enjeux plutôt liés à la contrainte amont, c'est-à-dire à notre dépendance aux énergies fossiles pour tout le fonctionnement de nos économies et de nos sociétés, qui est un sujet qui est souvent moins pris en compte, moins envisagé, que nous, on a tendance à présenter comme la voiture-balai de si on ne s'occupe pas du climat, on a une autre bonne raison de se préoccuper de transition énergétique, et qui est un gros enjeu dans nos travaux. Voilà, un nouveau pointeur, ça va être pas mal ça. Merci. Voilà pour le Shift, après je peux... Alors le Shift, et on l'a évoqué pendant la préparation de cette table ronde, participe aux travaux du secrétariat général pour l'environnement. Quelles sont les questions qui se posent concernant les compétences et les emplois dans une économie en transition ? Très vaste question. Effectivement, le Shift participe, donc on a produit pas mal de travaux ces dernières années sur l'enseignement supérieur. Peut-être que je peux en dire un mot pour expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on travaille avec des organisations comme le SGPE, donc le Secrétariat général à la planification écologique, qui est donc un organe qui a été créé par le gouvernement actuel il y a environ 1 an, je pense, et qui est rattaché à Matignon, donc à la Première ministre, pour aider les ministères à se coordonner pour mener la transition, donc de manière sectorielle, mais avec une cohérence d'ensemble. En gros, c'est ça son but. Et donc nous, au Shift, on a été invités par cette organisation à réfléchir avec eux, donc au même titre que certaines autres organisations, pour les aider en tout cas pour alimenter leurs réflexions et leur donner certains avis. Donc pourquoi est-ce qu'on a été invités là-dessus ? Bon, alors ça, c'est les questions de changement climatique, mais je crois que vous avez compris.
Voilà, au passage, on aime bien insister sur la corrélation entre notre consommation d'énergie fossile et la croissance. Voilà, donc ça, c'est un petit graphique qui montre cette très très forte corrélation qui nous permet de comprendre pourquoi on a un gros enjeu devant nous si on veut continuer à fonctionner en tant qu'économie et que société en consommant moins, voire si possible très peu, voire encore mieux pas du tout d'énergie fossile. Et ça, c'est l'autre raison pour laquelle on a vraiment intérêt à le faire, c'est qu'on ne produit pas de pétrole chez nous et que le pétrole qu'on consomme vient de pays dont on n'a pas forcément envie de dépendre, comme nous l'a montré l'histoire très récente. On a publié ce graphique-là un peu avant la guerre en Ukraine. Voilà, et ça, c'est l'ampleur de l'enjeu, la belle courbe à entamer. Mais donc, je pense que vous en avez beaucoup discuté hier. Un des gros enjeux que nous, on essaye de mettre au cœur de la réflexion au Shift, c'est quoi l'économie en réalité ? Et pourquoi est-ce que tous les secteurs sont concernés par les questions de transition ? Donc on va reboucler après avec les questions d'enseignement, mais ce cheminement est assez important quand même, notamment pour comprendre ce lien avec le SGPE. C'est qu'on essaye au Shift de caractériser, en tout cas de promouvoir une vision physique de l'économie, et donc d'essayer de rappeler, je vais me mettre debout parce qu'en fait il y a plein de gens derrière qui ne me voient pas, c'est d'essayer de rappeler que toute l'économie, tout ce qui fonctionne, tout ce qu'on voit au jour le jour pour nous déplacer, nous chauffer, travailler, tous nos services, que ce soit santé, culture, enseignement, etc., tout ça, dépend totalement d'une économie qui est très physique, donc de flux physique, de flux d'énergie, et que reconsidérer cette dépendance au flux physique va avoir un impact sur l'ensemble de l'économie, et donc tous les facteurs de cette économie doivent être engagés dans cette transition pour pouvoir ensuite effectivement changer le système très très physique qui est derrière. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est assez important pour nous parce qu'on a tendance à réduire les questions de transition énergétique et climatique et écologique dans leur ensemble à des sujets d'ingénieurs, de techniciens. En réalité, chaque personne, chaque individu et chaque métier a son rôle à jouer pour essayer de réduire cette dépendance qu'on a aux énergies fossiles, à la consommation de matière et donc à cette production ces émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez ancré dans notre réflexion. On a mené des travaux sur le secteur de la santé, par exemple, pour montrer que c'est un énorme enjeu, notamment si on veut travailler sur la résilience de ces services publics qui sont absolument essentiels au fonctionnement de notre société. Si on veut maintenir un système de santé qui fonctionne, mais si on veut aussi avoir un enseignement supérieur et de la recherche qui fonctionne correctement, si on veut avoir aussi une administration globalement qui fonctionne, on a besoin de prendre en compte tout ça, parce que si on ne le fait pas, on peut se retrouver avec juste des services qui ne fonctionnent plus, parce que tout le système physique est grippé. Donc voilà, c'est ça qu'on essaie vraiment de mettre en avant, notamment dans ces questions de formation qui vont derrière. Et donc en termes de connaissances et compétences pour la transition, c'est quelque chose qui a été assez prégnant dans notre réflexion. Donc ça, c'est le fruit d'une réflexion qu'on a menée à travers plusieurs travaux sur l'enseignement supérieur, mais qui visait à mettre en avant les enjeux liés à comment est-ce qu'il faut que les individus et que finalement les différents actifs de la société, qu'est-ce qu'il faut qu'ils aient comme vision et comme élément pour s'emparer de ces sujets-là dans leur métier. Nous, on a essayé d'articuler ça en une réflexion sur les connaissances et les compétences. On parle beaucoup de compétences souvent dans l'enseignement supérieur et la formation, ce qui est très utile, mais parfois on oublie de le relier avec des connaissances simplement de base, puisque pour nous les compétences visent à mettre en œuvre de manière pertinente des connaissances. Donc dans les connaissances, on va avoir tout ce qui est les enjeux physiques, climat, énergie, matière, biodiversité, mais aussi les mettre en lien avec tout notre système institutionnel et les conventions humaines qu'on a créées, c'est-à-dire notre système économique et financier, nos systèmes politiques, nos modèles organisationnels et de gouvernance, etc. Et donc vraiment montrer les implications que les uns ont sur les autres, et du coup ça permet de comprendre comment est-ce qu'on peut effectivement faire changer ce système dans son ensemble, puisque bon, voilà, c'est une vision très systémique de ces enjeux-là, et on essaie de rappeler les objectifs sociétaux au centre, qui sont des objectifs qu'il ne faut pas perdre de vue, puisque l'objectif à terme, c'est effectivement de préserver paix et justice, santé, bien-être, éducation, réduction des inégalités, pour aujourd'hui et pour demain. Mais voilà, ça implique de reconsidérer tout ce système. Et donc les compétences qui, pour nous semblent intéressantes, on a un tableur beaucoup plus détaillé de ce joli schéma, si ça vous intéresse. Mais l'idée, c'est d'avoir des compétences qui permettent de mobiliser ces connaissances et cette vision d'ensemble, chacun dans son métier, chacun dans la catégorie dans laquelle il se situe.
Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a essayé de détailler un petit peu sur certains cursus, sur certaines filières, mais c'est une réflexion qui, à notre sens, mérite d'être vraiment déclinée secteur par secteur, filière par filière, discipline par discipline, pour vraiment réfléchir à comment chaque discipline s'empare de ces sujets-là et chaque formation peut s'emparer des questions de transition de manière systémique et transversale. Donc pas uniquement avec un module dédié qui présente bien ces sujets-là, mais aussi ensuite dans les compétences générales. Comment est-ce qu'on met ça au goût du jour en prenant en compte tout ce système-là Voilà un petit peu ce qu'on a essayé de faire. Donc au Shift, on a publié 4 rapports, disons, en tout cas on a mené 4 travaux principaux. Ça fait 5 travaux. Un premier sur l'enseignement supérieur en général, un sur l'emploi plus spécifiquement, et puis 3 autres vraiment sur des déclinaisons sectorielles de ces réflexions-là. D'une manière générale, le premier rapport qu'on a fait, c'était en 2019. Heureusement, il date un peu, mais c'était un travail qui dressait un constat de carence, globalement, qui montrait qu'on avait seulement 11% des formations qui étaient proposées. Dans celles qu'on a étudiées, il y en avait quand même un petit paquet. Seulement 11% qui intégraient les enjeux, disons, liés aux limites physiques de la planète, de manière obligatoire, donc en tronc commun, dans ces formations. Là, on est sur de la formation initiale, donc vraiment à prendre en compte, mais on était sur quelque chose de, une très grosse carence, à la fois quantitative et qualitative, puisque à la fois ces sujets étaient peu traités, mais en plus, quand ils étaient traités, c'est la partie jaune, ils n'étaient pas de manière forcément très qualitative. Ça veut dire que la partie jaune, on va pas forcément parler d'enjeux physiques, on va peut-être parler de bien-être au travail, parce que c'est du développement durable, on va peut-être parler de discrimination, de RSE, mais on va pas forcément avoir les enjeux liés aux limites physiques de la planète. Voilà, donc c'était pour mettre aussi en avant la notion et l'importance d'avoir une réflexion assez poussée sur de quoi on parle quand on parle de transition, ce qui du coup rebondit sur le petit schéma que je vous avais montré avant. Et donc suite à ça, on a fait des travaux sectoriels sur les formations d'ingénieurs, sur les formations en gestion et sur les formations en finance. Donc là, c'était des petites incursions pour montrer comment ces filières-là pouvaient s'emparer de ces sujets-là. Donc on a fait des recommandations à destination des établissements. Donc là, elles sont un petit peu résumées, très résumées sur la gauche, sur l'importance de définir une stratégie ambitieuse et cohérente au niveau de l'établissement sur ces questions-là, organiser la mobilisation des établissements et mettre des moyens derrière. Donc l'établissement qui doit mettre des moyens, l'État qui doit donner des moyens aux établissements, évidemment, on n'oublie rien. Le fait d'initier une réflexion prospective sur les métiers et les compétences, ça c'est quelque chose, une dimension qui nous paraît très importante et qui est très très rare. C'est vraiment d'avoir des établissements et globalement des filières. Ça ne doit pas relever que des établissements, mais qui se projettent sur le temps long, qui se demandent comment est-ce que nos activités et nos métiers vont prendre forme en 2040, 2050, et essayer d'envisager un petit peu le temps long pour l'activité et puis évidemment pour les métiers et les compétences et les formations qui vont avec. Donc ça c'est quelque chose qui est très rarement fait, qu'on essaie de mettre en avant. Cette question de socle de compétences et de connaissances, où nous on en propose un, mais on invite à chaque établissement à soit reprendre celui-là et le mettre en débat, soit en créer un de toutes pièces, mais en tout cas se doter d'une vraie réflexion et de vrais éléments concrets de à quoi est-ce qu'on veut former nos étudiants sur ces questions de transition. On soutient l'idée qu'il faut former tous les personnels, pas uniquement les enseignants. Les enseignants, évidemment, de manière très très large, mais les personnels et les directions d'établissement, c'est quelque chose d'important pour avoir vraiment un projet d'établissement qui soit cohérent et qui soit partagé au niveau de tout le personnel de l'établissement. Donc n'oubliez personne. Élaborer un programme pédagogique qui tienne la route et qui soit ambitieux, donc qui permette de décliner ces réflexions-là sur toutes les formations et assurer une mise en œuvre et un suivi dans le temps pour s'assurer qu'on se fixe des objectifs et qu'on les atteint effectivement. Voilà, donc ça c'est un peu les grandes macro-recommandations qu'on a fait dans ces travaux qui sont assez partagées. Et puis vous pouvez trouver dans ces ressources que vous pouvez faire circuler dans vos établissements des choses plus sectorielles, plus adaptées à chaque type de formation. On a quelques autres outils qui peuvent aussi vous être utiles. On a publié des réflexions sur les formations des fonctionnaires. On a une plateforme pédagogique collaborative qui s'appelle Enseigner le climat, qu'on a créée avec les Shifters, qui sont les bénévoles du Shift, et qui permet de partager des ressources entre enseignants. Donc c'est très complémentaire de ce que Delphine va vous présenter sur l'UVED. D'ailleurs, l'UVED est partenaire de cette initiative-là. Donc je laisserai Delphine présenter l'UVED, mais là, en gros, l'idée, c'est que chaque enseignant qui a fait des choses et qui veut les partager avec ses pairs puisse mettre à disposition ses ressources, et chaque enseignant qui a envie de trouver des choses, qui se sent un peu démuni, puisse aussi trouver des éléments de réponse pour faire évoluer ses cours.
Et on a une coopérative d'enseignants vacataires aussi qui est en train d'être créée, qui permettra, on est très sollicité par des établissements qui cherchent des enseignants, soit pour donner des cours directement dans leur établissement, soit pour venir former leurs enseignants pour qu'eux-mêmes puissent ensuite faire évoluer leurs cours. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de rassembler des gens dont nous, au Shift, on peut gager de leurs compétences et de leur expertise sur les questions de transition, au moins énergie-climat, pas forcément tous les sujets de la transition écologique, mais qui sachent de quoi ils parlent et qu'on puisse mettre en lien assez facilement avec les établissements. Donc on fait ce genre de choses et on a les shifters qui ont aussi créé une plateforme Shift Your Job pour aider à trouver des métiers qui ont du sens. Voilà, parce qu'il y a évidemment une grosse demande de ce point de vue-là. Donc c'est un peu le genre de choses qu'on peut faire. Et fort de toutes ces initiatives et tous ces travaux qu'on a menés au Shift et chez les shifters, on a d'autres initiatives, comme on a participé donc au groupe de travail Jean Jouzel, dont vous avez sans doute entendu parler hier, ou en tout cas qui sont sans doute dans vos réseaux, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On participe aussi au travail de l'UVED autour d'un socle commun de connaissances et de compétences. Au comité de pilotage. Voilà, donc dès qu'il y a des initiatives un petit peu sur ces sujets-là, on essaye de voir au Shift si on peut accompagner, alimenter ou faciliter en tout cas ces travaux-là. On a aussi mené un travail sur l'emploi dans le cadre d'un macro-projet qu'on appelait le plan de transformation pour l'économie française, le PTEF de son petit nom, où on a essayé de mener une réflexion secteur par secteur, comment est-ce que chaque secteur devra évoluer pour atteindre nos objectifs en 2050. Et on a essayé de mener une réflexion en termes d'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire, l'évolution de ces secteurs en termes de volume d'emploi? Donc on n'a pas été vraiment sur les compétences à ce niveau-là. On a commencé à essayer de les envisager, mais on n'en est pas à ce stade-là, mais simplement en termes de quantification. On a essayé d'initier une réflexion sur la quantification des métiers. Et c'est quelque chose en fait qu'on a envie qui permettent d'inspirer des acteurs qui sont plus compétents que nous, de se saisir de ces sujets-là, faire leur propre quantification, et donc de dessiner un plan d'évolution des compétences et un plan de formation qui soit sérieux, qui soit ambitieux, et qui permette vraiment de mener et de planifier cette transition. Donc ça, c'est des travaux qui nous servent beaucoup. Pourquoi est-ce que tout ça, c'est très urgent ? On essaye aussi de rappeler que en fait, cette transformation, ces transformations, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Là, on a essayé de dessiner l'inertie des filières, donc de quelques filières, le parc automobile, le mix énergétique, le tissu industriel, l'urbanisation. C'est des choses où d'un point de vue technique, mais aussi où d'un point de vue compétences, formation, ça prend du temps. Parce qu'il faut former des gens, parce qu'il faut redessiner des filières entières, parce qu'il faut revoir des chaînes de valeur. Tout ça, c'est des choses qui mettent énormément de temps à se mettre en œuvre. Et donc, il faut vraiment s'en emparer le plus vite possible pour pouvoir être prêt aussi vite que possible. Et donc, évidemment, pas demain matin, mais si on veut pas que ce soit trop tard, il vaut mieux s'y prendre assez tôt. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de rappeler. Globalement, nous, là, au Shift, on va essayer de travailler, on veut lancer un projet sur la formation continue dans l'année qui vient. Et donc, on aura probablement besoin de travailler avec vous pour essayer de faire quelque chose de solide. L'idée étant d'essayer de montrer comment se présente la formation continue, comment elle s'empare de ces enjeux-là, comment est-ce qu'on pourrait l'aider à le faire davantage, et donc réfléchir à ça avec les acteurs de la formation continue. On a une réflexion sur les leviers régionaux d'adaptation de l'emploi, donc très intéressé par le projet qui va être présenté par Arnaud, et aussi globalement sur, on a un projet avec la Bretagne pour essayer de voir comment aussi la Bretagne essaie de planifier ces réflexions-là. On a une réflexion sur la formation agricole qu'on est en train d'initier. La formation des élus aussi nous intéresse pas mal, on ne sait pas exactement encore comment on va prendre ce sujet-là, mais et la question des journalistes et des médias, qui est aussi un gros enjeu. Et peut-être juste pour les quelques messages clés qu'on essaye de porter. Ah, c'est parti. Mais on a, en gros, ça c'est des éléments qu'on essaye, toutes les réflexions que je vous ai livrées là, c'est des choses qu'on essaye de porter au niveau du SGPE, parce qu'il y a des choses qui nous semblent vraiment mal compris sur ces questions de transition. Il y a quelques écueils qu'on invite le gouvernement à éviter dans sa réflexion. Enfin, le gouvernement et globalement les acteurs de l'enseignement supérieur et de la formation à éviter dans ces réflexions-là, qui nous paraissent vraiment importants. Donc c'est le fait que effectivement beaucoup de choses bougent. En plus j'ai mis plein de slides masqués, donc ça va être long. Voilà, c'est ça, cette slide-là elle est bien. Donc les quelques gros messages, des erreurs à éviter pour nous, en tout cas des écueils à éviter autant que possible. Sensibilisation n'est pas formation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. On a tendance à dire « super, on a fait des fresques du climat, c'est bon ».
c'est bien d'avoir fait des fresques du climat, c'est un très bon début et c'est important, mais ça doit vraiment être le début de quelque chose de plus grande ampleur. Une formation, pour nous, on a essayé de le dimensionner à environ 48 heures sur ces sujets-là, pour des formations, par exemple, en gestion ou d'ingénieur. Donc on est vraiment sur quelque chose de plus ambitieux. Ça va aussi pour les enseignants. De distinguer compétences techniques et globalement compréhension des enjeux. Donc là, on parlait de compétences connaissances tout à l'heure, c'est vraiment pas la même chose. Souvent, les deux réflexions sont totalement décorrélées. Au niveau des acteurs publics, c'est souvent le cas aussi. Donc là, on essaie d'inviter les acteurs de l'enseignement à bien avoir une vision d'ensemble. Il faut que les personnes qui ne sont pas juste les maillons d'une chaîne, à la fois sachent ce qu'ils doivent faire eux-mêmes, et les compétences qu'ils doivent mobiliser, mais aient une vision globale de la transition à laquelle ils participent. Ça nous paraît vraiment essentiel, et donc dans les formations, il faut tenir compte de ça et pas vraiment décorréler les deux. Il ne faut pas avoir juste des agents qui sachent poser des panneaux photovoltaïques, il faut qu'ils comprennent les enjeux de mix énergétique, dans quoi ça s'inscrit, les enjeux positifs, les externalités négatives, et qu'ils puissent avoir une vision globale de leur métier et dans quoi ils s'inscrivent. Il y a la question de ce besoin de prospective, donc je l'ai évoqué un petit peu, c'est vraiment travailler et faire travailler les filières pour qu'elles se projettent dans le temps long. On est dans une économie qui malheureusement est une économie du temps court, très souvent. Ça ne répond pas aux enjeux de transition et notamment ça ne répond pas aux enjeux de formation. Donc on essaye vraiment d'inviter les acteurs de la formation à travailler avec les filières pour réfléchir à comment on se dote, on envisage rapidement les compétences de demain, pour vraiment se mettre en ordre de bataille en termes de formation et d'évolution des compétences. Il faut surtout pas attendre. Là, on a aussi un écosystème assez complexe dans l'enseignement supérieur avec beaucoup d'acteurs différents qui ont tendance à être un peu attentistes. Les établissements qui attendent que les entreprises bougent, qui attendent que l'État le leur demande, qui attendent que les étudiants en aient envie, etc. Et donc il y a un petit peu ce côté on se renvoie la balle. On n'a vraiment pas le temps d'attendre ça, notamment pour les raisons que j'ai évoquées. Parce que former, ça prend du temps. Et par ailleurs, il y a des acteurs qui vont commencer à le faire, ils auront de l'avance sur les autres, donc il y a un avantage compétitif aussi, concurrentiel, à s'emparer de ces sujets-là de manière anticipée. Mais par contre, il faut évidemment jouer collectif, parce que comme c'est un écosystème complexe, on ne peut pas jouer tout seul dans son coin. On n'a pas non plus envie de former des étudiants qui n'auront pas de boulot derrière, c'est pas du tout l'objectif. Et donc il faut quand même impulser un mouvement d'ensemble qui soit valable du point de vue de l'économie et du point de vue de la formation. Donc ça, c'est quelques messages clés, des choses qu'on essaye de pousser assez massivement auprès des acteurs compétents, donc au niveau des établissements, mais aussi au niveau des acteurs institutionnels, au niveau du SGPE, à différents niveaux. La difficulté, c'est que souvent les questions d'emploi et les questions de formation sont décorrélées. C'est pas les mêmes acteurs, au niveau institutionnel notamment, qui s'emparent des deux. Et donc c'est vraiment des réflexions qu'on essaye de porter un peu partout. Mais on invite vraiment les acteurs à reboucler tout ça pour faire quelque chose de cohérent d'un point de vue emploi et formation en même temps. Et donc c'est quelque chose qui bouge, qui commence à se faire jour. Malheureusement, on a un secteur de l'enseignement supérieur et de la formation qui n'est pas prêt pour un enjeu de cette taille-là. C'est une réalité, c'est normal parce que c'est un secteur qui n'a jamais eu à faire face à un enjeu de cette ampleur-là. Mais par contre, ça implique de vraiment arriver à être moteur là-dedans, à initier quelque chose, à pousser ces messages-là aussi pour vraiment faire bouger le secteur aussi, l'adapter à cet enjeu-là. Et donc au niveau des acteurs publics qui commencent à s'occuper de planification, nous au Shift on aime vraiment cette notion de planification parce qu'on pense que c'est la seule qui permet de résoudre le fait de se préparer maintenant pour le temps long et en ayant une trajectoire un petit peu concrète sur comment opérer ces évolutions. Mais ça implique de mettre des moyens forts pour faire bouger les choses, des moyens financiers, des moyens humains, des moyens en termes de capacité de réflexion aussi, et de sortir un peu des sentiers battus quand on prépare ces choses-là. Aujourd'hui, on en est un peu à un stade, y compris au niveau institutionnel, à se dire « mince, combien de gens il va nous falloir dans le bâtiment ?» Voilà, ou peut-être en agriculture dans les champs, mais on en est vraiment à ce stade-là de la réflexion qui est donc vraiment le début du début du début. Il faut vraiment accélérer. Et se préparer du coup à ce qui va venir. Donc encore une fois on retombe sur ces questions de prospective et donc c'est là que les acteurs aussi des filières peuvent être moteurs pour aider cette réflexion, montrer ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce dont ils ont besoin pour faire bouger les choses. Et nous au Shift on essaie de se faire porte-parole aussi des acteurs avec lesquels discutent les acteurs institutionnels pour essayer de porter avec vous les messages et vos attentes et vos besoins pour faire bouger les choses. Voilà, c'est aussi le rôle qu'on se donne. Voilà, j'espère que ça répond de manière très très longue à ta question.
Merci beaucoup Clémence. Alors c'est un constat pas très rassurant quand même, puisque suite à la présentation d'hier qui a entraîné une certaine forme d'angoisse collective, le constat dépeint ce matin sur cette absence finalement de planification globale, ou en tout cas ce démarrage très lent d'une action institutionnelle au niveau global peut nous interroger. On a pourtant des belles actions qui sont montées dans les établissements et que vous accompagnez. Et on voit bien que le Shift essaie d'impulser un mouvement. Et ce mouvement, il est aussi impulsé par les shifters en établissement. Et nous avons une illustration de cette impulsion d'un shifter en établissement avec l'intervention de Philippe Poncharal et de la vidéo. Bonjour, je suis Philippe Poncharal, j'ai 53 ans, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lyon 1 en physique et j'ai rejoint le Shift Project en juillet 2019. Donc, quelles sont mes actions pour le Shift Project? Alors, en tant qu'enseignant-chercheur, l'action la plus évidente et la plus efficace qui m'est semblé être de mener, c'est celle de la formation des étudiants sur ces enjeux de changement climatique. Alors, il se trouve qu'à l'Université Lyon 1, par le hasard des choses, je me retrouve avec plusieurs casquettes actuellement. La première étant celle de vice-président délégué à la formation initiale, ce qui me donne des leviers politiques d'action. La seconde est celle de responsable des enseignements transversaux, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas scientifique, donc les langues, le numérique, des choses comme ça. Et la troisième, je suis responsable de certains nombres d'actions financées par l'ANR, ce qui me permet d'avoir accès à des moyens, pour dire les choses simples. Historiquement, en 2020-2021, le président de l'université, Frédéric Fleury, m'a convoqué, m'a dit « Écoute Philippe, toi qui es responsable des enseignements transversaux, je veux que tu mettes sur pied une transversale pour tous les étudiants de Lyon 1 sur ces problématiques de changement climatique. » Alors je précise que c'était avant la sortie du rapport Jouzel. Donc, je savais par ailleurs qu'il y avait un certain nombre de collègues enseignants-chercheurs très impliqués dans ces domaines, qui avaient des UE sur la biodiversité, sur l'anthropocène, sur le changement climatique, à droite à gauche, qui étaient suivis par quelques centaines d'étudiants par-ci par-là. J'ai donc commencé par rassembler un groupe de travail avec ces gens-là, très motivés, en disant voilà, on va changer d'échelle. Maintenant, je veux que vous mettiez au point une UE qui puisse être suivie par tous les étudiants de Lyon 1. Alors le 1, c'est 45 000 étudiants, avec un flux annuel entre 10 000 et 15 000, suivant les composantes que l'on prend en compte. Donc il y a un cahier des charges qui était quand même assez compliqué. Ce groupe de travail s'est mis au travail, et, comme son nom l'indique, et de façon rapide, extrêmement efficace, a réussi à produire une unité d'enseignement sous forme de MOOC, donc accessible à la masse, comme son nom l'indique, et que l'on a commencé à tester à partir de l'an dernier sur environ 1600 étudiants du secteur sciences et technologies. L'autre chose qui est très intéressante, c'est que ça s'exporte. Donc nos camarades de Lyon 2 ont trouvé le produit intéressant et ont fait un test cette année sur 1000 étudiants, ils en sont très contents, ils ont pareil des perspectives de déploiement dans leur formation. À la formation initiale, c'est bien, je suis très content d'avoir lancé cette dynamique, j'espère qu'elle va continuer. J'ai donc poussé pour la création d'une formation continue qui reprend les mêmes contenus, typiquement, presque, pour proposer ça directement à des gens qui sont âge adulte, aux commandes dans des diverses entreprises. Donc cette formation continue a été validée, elle est juste sortie à notre catalogue en 2023, et les premiers contacts qu'on a sont extrêmement intéressants, puisque ce sont des élus de communautés de communes qui nous ont contactés, donc des gens qui sont aux affaires et qui ont la légitimité pour commencer à agir. On peut applaudir Philippe. Donc on voit que la problématique d'enseignement et de sensibilisation aux questions environnementales et écologiques passe forcément, en tout cas dans l'exemple qui nous est donné avec une université de 45 000 étudiants, par la nécessité d'utiliser des outils digitaux, la numérisation, l'intégration de ressources dans les parcours. C'est justement tout le travail qui est conduit par l'UVED. Et nous avons en ligne Delphine Pommeret. Alors, je ne sais pas si vous nous entendez, Delphine. Oui, je vous entends bien. C'est parfait. Oui, on vous entend bien. On peut peut-être monter un peu le volume. Merci d'être avec nous, Delphine. Ouais, désolée de ne pouvoir être avec vous en présentiel, mais
tout de même contente de pouvoir y participer, surtout si vous m'entendez bien, c'est parfait. On vous entend très bien. Ravi de vous accueillir ici à Dunkerque en vidéo. Vous êtes directrice de l'UVED, de la fondation UVED. C'est quoi l'UVED et quelles sont ses missions? Alors, en quelques mots, en résumé, la fondation donc UVED, qui est constituée principalement d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et donc sous la forme juridique d'une fondation partenariale. C'est vrai qu'on existe quand même depuis 2005, d'abord sous la forme associative, puis ensuite la forme juridique a évolué en fondation partenariale. Mais notre mission reste toujours la même depuis 2011 suite à ce passage en fondation partenariale, c'est d'accompagner les établissements d'enseignement supérieur et de recherche à intégrer en fait les enjeux de la transition écologique et sociale dans toutes les filières et d'aider les établissements à généraliser en fait l'enseignement de ces enjeux dans le cadre des formations des personnels et des étudiants. Et depuis quelque temps, toutes disciplines confondues. Voilà, donc en fait, on produit, on met à disposition des enseignants-chercheurs et des étudiants, en fait, des contenus pédagogiques, des outils pédagogiques validés scientifiquement à utiliser comme support ou comme complément, en fait, à leurs enseignements. Et puis, depuis maintenant déjà quelques années, je dirais presque 6 ans, voire plus, afin de rendre le savoir en fait accessible à tous et ce gratuitement, et pour sensibiliser, pour informer, pour éduquer vraiment et former le plus grand nombre de citoyens, eh bien, UVED produit et coordonne également en fait des MOOC, des cours en ligne gratuits ouverts à tous. Sur les grands défis sociétaux et problématiques environnementales. Alors, dans une démarche assez originale, assez atypique dans le cadre des MOOC, puisqu'en fait, c'est une démarche pluri-établissement, pluridisciplinaire, pluri-acteur, pluri-partenaire. Et voilà, on en est à 15 MOOC. Et je dirai tout à l'heure aussi la plus-value, puisque les enseignants-chercheurs peuvent récupérer tous ces contenus pédagogiques ensuite une fois la session MOOC terminée. Voilà en quelques mots, voilà, vraiment d'aider, d'accompagner, pas de venir se substituer aux enseignements en présentiel, mais vraiment d'être là en support, en complément pédagogique. Merci Delphine. Concrètement, comment ça se passe? Quelles sont les actions que vous menez pour engager les enseignants à produire des ressources, les mettre au bénéfice du collectif? Vous voyez mon diaporama? Oui. Ça va? Ouais, ok. Alors, en fait, plusieurs éléments de réponse. Comment les accompagner? Bon, déjà, de leur mettre à disposition, comme je le disais, en libre accès, des ressources pédagogiques numériques dans tous les champs de l'environnement et de la transition écologique pour qu'ils les utilisent comme support à leurs enseignements, pour qu'ils les prescrivent à leurs étudiants comme complément de plus. Au-delà des ressources pédagogiques numériques, un autre élément, c'est qu'on leur met aussi à disposition des outils pédagogiques, comme par exemple des activités pédagogiques, des tests de positionnement. Il y a aussi des dossiers pédagogiques, des focus. Donc, c'est de les aider. Quand il y a une banque de ressources qui est riche, qui est variée, qui compte des milliers de ressources pédagogiques, il faut les aider. Et donc, c'est pour ça qu'on propose souvent des focus, c'est-à-dire une sélection de ressources pédagogiques numériques autour d'une thématique ou d'un sujet en particulier. Et c'est vrai que toutes ces ressources pédagogiques numériques, toutes ces formations, tous ces outils, en fait, ils sont disponibles d'abord et avant tout à différents points d'accès. Donc, ils peuvent les retrouver sur le portail de l'UVED, sur nos chaînes de diffusion, sur la plateforme Moodle UVED que je vais vous présenter, sur la plateforme Fun, bien sûr, pour les sessions de MOOC. Donc voilà, il y a vraiment différents points d'accès à ces ressources. Et puis, deuxième élément de réponse, c'est que les ressources, elles sont classées et elles sont accessibles par mention disciplinaire, par thématique, par typologie. Donc, ils peuvent retrouver facilement, en plus de l'accès direct, ils peuvent aussi faire une recherche plus fine grâce aux filtres
en sélectionnant par exemple la langue, le niveau, les ODD, un terme de recherche spécifique, etc. Et puis, il y a aussi différents types de ressources qui sont proposées. Donc, ça veut dire qu'il y en a pour toutes les attentes, tous les besoins, et donc, ils peuvent retrouver des parcours thématiques qui sont tous les éléments pédagogiques qui constituent en fait un MOOC diffusé sur la plateforme Fun. Et donc, en fait, l'ensemble des vidéos qui composent un MOOC se retrouvent sous forme de parcours thématiques sur le portail du VED, mais aussi sur la plateforme Moodle. Donc, ils peuvent retrouver des éléments pédagogiques, ce qu'on appelle des grains, des vidéos courtes, des éléments de cours numériques, des ressources de type pédagogie active, des vidéos plus longues, des modules de formation. On met aussi en place des podcasts, mais également aussi des ressources en langues étrangères. Donc voilà, donc il y a vraiment différentes catégories de ressources. Donc ça, c'est un autre élément au-delà du classement, au-delà du libre accès. Là encore, ils peuvent y trouver différentes typologies. Mais il y a quand même avant tout un élément qui a permis considérablement en fait l'appropriation, la réappropriation de ces ressources. C'est le lancement de la plateforme Moodle UVED en 2021. En fait, l'objectif de cette plateforme qu'on a donc développé au-delà du portail de l'UVED et au-delà de nos chaînes de diffusion, Canal UVED, YouTube UVED, en fait, c'est de permettre aux établissements de récupérer les contenus, donc que ce soit des parcours de formation, ce que je vous disais, tous les éléments qui constituent un MOOC, que ce soit d'autres ressources, des modules, etc., pour pouvoir les intégrer plus facilement en fait dans leur propre plateforme de formation et donc de faciliter l'usage, la réappropriation par les enseignants et donc de développer les usages dans le cadre des formations initiales et continues. Et donc voilà, donc pour l'instant, c'est un travail de longue haleine, mais les enseignants-chercheurs peuvent retrouver plein d'éléments de cours en français, en langues étrangères, les tests de positionnement. C'est vrai que les parcours thématiques, on les propose aussi en plus en deux niveaux de difficulté, un niveau débutant et un niveau approfondi. Et je vous le disais, comme les établissements peuvent faire leur marché, récupérer soit des formations clés en main, soit des éléments pédagogiques à réintégrer dans des parcours de formation, dans des enseignements, dans des éléments pédagogiques existants, en fait, ils viennent faire leur marché et ils viennent reconstituer leur propre parcours. Donc, ils peuvent prendre des éléments dans le niveau débutant, dans le niveau approfondi. Ils peuvent prendre ou laisser, voilà, en fonction de ce dont ils ont besoin. Donc, voilà, c'est très souple et ça permet vraiment une réappropriation. Donc voilà, donc c'est vrai que je dirais que les enseignants-chercheurs, ils apprécient en fait de pouvoir récupérer, non pas renvoyer leurs étudiants vers une plateforme externe, mais de pouvoir récupérer et de réutiliser, notamment hors contexte MOOC, hors session de MOOC, où par exemple des cohortes d'étudiants vont être noyés éventuellement dans le nombre d'apprenants ou d'inscrits d'une session de MOOC. On peut arriver à des milliers, des dizaines de milliers. Nous, le MOOC Art, par exemple, on en est à 16 000 inscrits. Donc, c'est sûr que de pouvoir utiliser dans le cadre académique l'ensemble des vidéos d'un cours en ligne comme ça, soit comme formation clé en main, soit comme élément pédagogique à intégrer dans une formation existante ou dans leurs enseignements, oui, c'est vraiment apprécié, c'est très souple et ça facilite et ça développe les usages. Et puis, en plus de ça, c'est qu'on a indexé, on met, et ça c'est vraiment, on les accompagne, je dirais, c'est qu'on leur met à disposition aussi bien l'ensemble des vidéos qui composent le MOOC, comme je vous le disais, sous forme de parcours, mais en plus, les vidéos, par exemple, qui composent une semaine d'un MOOC. Pourquoi? Parce qu'en fait, une semaine, ça équivaut à une thématique et qui correspond à plusieurs sujets évoqués, donc plusieurs vidéos. Donc, une collection vidéo, si vraiment un enseignant a besoin d'une thématique en particulier et non pas de la formation complète. Mais on référence aussi chacune des vidéos qui composent le MOOC sous forme de grains audiovisuels. Pourquoi? Parce qu'une vidéo égale un sujet.
Donc là, c'est vrai que du coup, l'enseignant peut, en fonction de ses besoins, de ses attentes, vraiment récupérer, par exemple, une seule vidéo pour pouvoir lancer avec ses étudiants un débat autour d'un sujet ou de la prescrire comme prérequis avant de commencer son cours. Voilà. Et puis, je dirais aussi quand même, je mettrais aussi en avant le fait qu'UVED propose une grande diversité en fait de ressources pédagogiques numériques, aussi bien sur les enjeux environnementaux, aussi bien sur le concept de développement durable, et plus jamais sur le devant de la scène avec les objectifs de développement durable, sur les grandes transitions, avec plusieurs approches opérationnelles, voilà, comme l'économie circulaire, comme la transition énergétique, l'ingénierie écologique, l'agroécologie. Voilà, donc c'est vraiment très riche, très diversifié. Donc, et il existe bien d'autres sujets, hein, puisqu'on en est à des milliers de ressources. Mais bon, voilà, vraiment, je dirais qu'en résumé, comment on accompagne les enseignants-chercheurs, eh bien, en leur mettant à disposition aussi bien des ressources et des outils pédagogiques numériques, mais validés scientifiquement, sous différentes typologies, différents formats, en libre accès, sous licence Creative Commons, donc qui peuvent réutiliser vraiment dans leur cadre de formation, en leur proposant une grande diversité thématique. Et puis, enfin, comme je vous le disais, sous la plateforme Moodle, qui permet une meilleure appropriation et intégration dans les enseignements. Merci beaucoup Delphine pour cette présentation riche des outils proposés par UVED au service de ce développement des compétences, des connaissances, comme Clémence le soulignait, et cet enjeu est important. Je vais tout de suite passer la parole à... Alors, restez avec nous, Delphine, puisqu'on a des questions pour vous dans la suite de cette table ronde. Je vais passer la parole à Arnaud Cuisset, qui est porteur d'un projet territorial ambitieux qui a été évoqué hier pour accompagner sur l'ensemble du territoire cette transition. Alors, je ne sais plus si on peut utiliser le terme de transition, puisqu'on n'est pas dans un mouvement finalement lent et progressif, hein, donc il va falloir trouver le terme qui convient. Mais cet exemple d'un projet qui vise à transformer et accompagner la transformation du territoire sur les enjeux de décarbonation. Et je donne tout de suite la parole à Arnaud. Merci beaucoup. Moi, je suis ravi d'être ici pour vous présenter le projet C'est décidé. C'est décidé, c'est un acronyme pour Centre de développement de compétences pour une industrie décarbonée. Pourquoi ? Parce que dans notre territoire, nous sommes décidés à devenir un lieu de référence pour former aux futurs métiers et compétences de la décarbonation industrielle. Et donc l'aventure a démarré il y a 1 an et demi avec Franck en particulier. On est les 2 bras armés de ce projet. Où le président Sadoc, que vous avez entendu hier, a demandé de répondre à l'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir. Puis nous a laissé libre de choisir la priorité, France 2030, sur laquelle on pouvait se positionner. Et on a fait un choix dans une logique territoriale où, quand on a regardé les sujets, ça nous a apparu évident de porter un projet autour de la décarbonation de l'industrie. Alors aujourd'hui, je suis ravi parce que j'ai beaucoup présenté ce projet pour en faire sa promotion. Et aujourd'hui, nous sommes lauréats. Alors c'est la diapo qui suit. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Hop. Si tu peux passer à la diapo qui suit. Donc, en fait, donc vous voyez déjà que ce sont des projets d'ampleur. Hein. On est très fiers à l'ULCO parce que des projets comme ça... Alors là, c'est une diapo... T'as été trop loin. C'est la diapo d'avant. Il y a eu pas mal de diapos de passé. Remonte. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Ah, encore. Ah, ok. Donc, en tout cas, on est très ravis. Vous voyez que c'est des projets d'ampleur. Hein. Le coût complet du projet est autour de 16 millions d'euros. L'argent qui va arriver au niveau du consortium, voilà, c'était cette diapo-là que je voulais montrer. Ah bah, ils veulent vraiment pas vous la montrer. Hein. Et donc,
vous voyez, c'est tout récent. Le 7 juin, nous sommes allés à Paris, Porte Dorée, près de Vincennes. Et il y avait les journées Fabricant 2030 qui étaient organisées. Ces journées mettaient en valeur le travail en particulier des campus et des métiers de la qualification. Et tout le monde attendait l'annonce des lauréats par Madame la ministre Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Cette annonce a eu lieu vers 14h30. Et puis, 14 projets ont été sélectionnés au national. Et quand on a vu l'acronyme C'est décidé apparaître, on était tout sourire, on est monté sur scène. Et donc, vous me voyez, moi, avec Franck, tout sourire. On a aussi Stéphane Rémy, qui est le directeur de la formation de Total Energy Learning Solutions. Et notre vice-président, notre premier vice-président, Hassan n'était pas là, il était en déplacement, Edmond Biad. Alors, diapo suivante. Alors, pourquoi avoir créé un tel projet sur Dunkerque? La raison, elle est simple, parce que nous sommes les pires élèves en matière d'émissions de CO2 industrielles. Pour vous donner une idée, le site industriel-portuaire de Dunkerque, vous regardez un petit peu les émissions de CO2, là, les plus gros cercles sont vraiment sur notre territoire. Et on va dire qu'une molécule sur 5 de CO2, de gaz à effet de serre en général, de nature industrielle, est émise chez nous, pour 1/10 du territoire. Donc il était indispensable de pouvoir créer un projet autour de la décarbonation de l'industrie dans notre territoire. Et finalement, toutes les étoiles étaient alignées pour obtenir ce projet, pour la simple raison que l'industrie et l'écosystème du Dunkerquois, de la Côte d'Opale, l'écosystème industriel avait déjà enclenché cette transition, avec des projets d'envergure, mais de nature industrielle. Ce qui n'avait pas encore eu lieu, c'est des projets de formation. Voilà. Patrice Vergrit, le président de la communauté urbaine de Dunkerque, répète tous les jours que d'ici 2035, il y aura 16 000 emplois sur ces questions-là dans notre territoire. Et bien, il va falloir former, il va falloir former aux compétences de ces métiers-là, former à ces métiers. Et donc, c'est là-dessus qu'on s'est positionné. Et donc, on a créé C'est décidé. Si je peux avoir la diapo qui suit. C'est quand même en B. Ouais, j'aurais pas dû. Alors, la clé du succès de ce projet, c'est un triptyque. On a réussi, on dit souvent, les Dunkerquois, ils disent ça, Dunkerque, c'est un village, on se connaît tous, on a en plus un carnaval qui nous permet de bien nous connaître. Et donc, nous, on a réussi à faire travailler ensemble et à créer un projet qui est porté par un triptyque collectivité territoriale, opérateur de formation académique et opérateur de formation industrielle. Donc le projet, il va être porté par l'ULCO au sein de son alliance A2U avec l'Université de Picardie-Jules Verne et l'Université d'Artois. Ces 3 universités couvrent 70% du territoire des Hauts-de-France. Et puis, on va s'allier avec... C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de logos, normalement, qui doivent apparaître. On va s'allier avec des opérateurs de formation industrielle. Donc, on a Total Energy Learning Solutions qui vient avec nous. On a la chance d'avoir, juste à côté d'ici et de notre université, l'un des 2 Digital Labs d'ArcelorMittal en France. Ah, voilà. Il en manque encore un. Il manque ArcelorMittal, justement. Et on a aussi des centres de formation comme l'AFPA qui venaient d'être lauréats, par exemple, des thématiques autour de l'hydrogène. Et puis, l'installation de ces gigafactories. Et donc, Vercor nous a rejoints. Mais on ne s'est pas positionné sur la décarbonation des mobilités, on s'est positionné sur la décarbonation industrielle. Donc, par exemple, Vercor nous propose de travailler sur le volet économie circulaire, comment traiter les déchets lors de la fabrication des batteries. Et puis après, il nous fallait des collectivités. Pourquoi? Parce que quand vous montez une AMI CMA, vous devez vous appuyer sur un diagnostic métier-compétences. Et donc nous, la collectivité a fait ce travail pour nous. Ils avaient ordonné ce qu'on appelle une GPEC territoriale, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur le territoire au niveau de tous les métiers industriels. Donc la synthèse fait une centaine de pages et recense dans le territoire les futurs besoins en termes de métiers et de compétences. Et puis après, on est allé interviewer les plus gros émetteurs de CO2 de la région industrielle, qui se sont regroupés dans ce qu'on appelle le collectif CO2. Et avec ça, on a identifié 6 grands domaines de formation. C'est la diapo qui suit. Ça marche maintenant? Ah, ok, super. Alors, donc, dans ces 6 grands domaines, vous avez ce qu'on appelle les technologies et les CCUS, capture, utilisation et stockage du carbone.
vous avez l'utilisation des énergies renouvelables, l'économie circulaire, la récupération des chaleurs, l'optimisation et la digitalisation des process, et vous avez l'électrification. C'est sur ces 6 grands domaines qu'on va retrouver les métiers et les compétences en lien avec la décarbonation de l'industrie. Et alors après, quand on va regarder de manière plus près les types de métiers dont on va avoir besoin demain, quand vous déposez une AMI-CMA, vous devez, justement, Clémence le disait, avoir une approche systémique. On n'est pas là uniquement pour former des ingénieurs. On doit former sur un panel Bac-3, Bac+8, du CAP au doctorat. Et donc, en particulier, une énorme tension réside dans les besoins de techniciens, opérateurs qui vont répondre aux besoins de la décarbonation industrielle. Donc vous voyez toute une liste de métiers avec des formations Bac-3, Bac+2, ce qui explique pourquoi l'ULCO devait s'allier avec des autres opérateurs de formation. Nous, on ne forme pas du Bac-3. Et puis après, quand vous regardez les nouvelles annonces d'emploi, il y a plein de métiers qui sont en train d'émerger en ce moment. Consultant bilan carbone, manager de la décarbonation industrielle, ingénieur sur ces technologies de capture et d'utilisation du stockage du carbone, ingénieur numérique responsable, ingénieur en décroissance. Ça, ce sont des métiers qui arrivent, auxquels il va falloir former. Et donc là, ce sont des métiers hautement qualifiés avec des formations Bac+3 à Bac+8 qui vont, par exemple, impliquer nos licences, nos masters, notre école d'ingénieur et notre IUT. Donc, la décarbonation industrielle, ça implique de réinventer les contenus de nos formations, de réinventer les métiers. Et on va, ici, à l'ULCO et à l'échelle de la 2U, inscrire ça dans notre projet stratégique d'établissement. Je pense que le président a dû en dire quelques mots hier. C'est décidé, c'est 3 rouages. Je vais un petit peu trop loin. Hop, je reviens. 3 rouages. Cartographier, avoir un observatoire dynamique des compétences et des métiers. Ça sera nos partenaires des collectivités qui vont travailler là-dessus. Communauté urbaine de Dunkerque, Chambre de commerce et de l'industrie Hauts-de-France. Sensibiliser, c'est-à-dire qu'il va falloir aller chercher les jeunes pour ces métiers-là, les convaincre. Donc là-dessus, on travaille par exemple avec les bassins académiques de formation, avec les campus des métiers et de la qualification. Et puis c'est décidé, ça finance une décarbo-industrie académie. Voilà ce qu'on va créer sur le territoire, avec 4 axes principaux. Créer, développer et mettre en réseau des chantiers écoles, je vais vous en parler juste après. Exactement dans ce qui vient d'être dit par les différentes présentations précédentes, créer au sein des 3 établissements ULCO, UPJV et A2U de la formation initiale et du contenu formation initiale, vous allez voir à la fois en soft skill et en hard skill, pour ne pas rester à 11% de nos formations avec des grains liés au développement durable. Notre ambition, c'est d'arriver à 60-75% des formations qui auraient ce type de contenu de formation. Créer un catalogue de formation continue, et ça a vraiment été apprécié par le jury sur ce côté innovant en termes de micro-formation, micro-certification, catalogue commun avec tous les opérateurs que vous avez vus précédemment, et pour massifier la formation, former les futurs formateurs de l'industrie et les futurs formateurs du monde académique, c'est-à-dire s'inscrire dans le plan académique de formation des enseignants. Donc, quelques chiffres, quelques données quantitatives. C'est décidé en termes de formation initiale. C'est un projet sur 5 ans qui a pour objectif de créer 2300 heures de formation initiale. On arriverait à 12 500 formés sur 5 ans et 43 000 sur 10 ans. Au niveau formation continue, vous voyez les chiffres. Plus de 1000 heures de formation continue créées, 10 000 formés sur 5 ans, 20 000 sur 10 ans. Et former les formateurs. C'est ça qui va permettre aussi de massifier. Et donc là aussi, vous voyez les contenus. Comment on a construit nos formations avec Franck? On est parti sur des micro-formations, des petits blocs, une trentaine d'heures. On va par exemple former aux gestes industriels, qui seront inscrits dans ce catalogue de formation. Et puis après, on va les associer pour créer des blocs de compétences et on va les hybrider pour arriver à des propositions MOOC Gradéo. Et on pourra aussi aboutir à des diplômes et des titres nationaux. Alors, les chantiers écoles, vous en aurez 7 sur le territoire. On a eu. Ça, c'était une possibilité unique sur le territoire dunkerquois. Je vais aller trop vite. Hop, je reviens.
L'école d'ingénieurs, donc ce sera 7 chantiers écoles complémentaires. L'école d'ingénieurs s'associe avec la plateforme qu'on appelle la Maison de la recherche en environnement industriel à Dunkerque. C'est le cœur de la recherche, par exemple, sur la qualité de l'air, sur les énergies de demain, sur le Dunkerquois. Donc là, il y aura une plateforme qui va travailler sur les technologies de capture, stockage et utilisation du carbone. Le BUT de l'ULCO mettra aussi au service sa plateforme technique sur tous les métiers de la transformation et de l'efficacité énergétique. Vous avez un bâtiment qui se crée au niveau des molles, pour les Dunkerquois qui connaissent, qui va s'appeler le Parc Eura-Énergie, qui va accueillir des semi-pilotes industriels. Donc, par exemple, vous aurez un banc de récupération des chaleurs fatales là-bas. L'AFPA avec son incubateur autour de l'hydrogène. Un chantier école avec des systèmes à taille réelle. Vous avez une vraie éolienne, par exemple, qui se trouve là-bas. Ça, c'est le centre Oleum de Total Energy Learning Solutions. Tout ce qui est optimisation, digitalisation des process se fera au Digital Lab d'ArcelorMittal. Et puis, on aura la Giga Factory qui nous accueillera aussi pour des formations. Donc, une proximité géographique, une histoire commune entre les acteurs, une complémentarité thématique. Chacun ne peut pas tout faire, mais chacun peut faire un morceau du tout. Et une approche pédagogique immersive et hybride. On veut des contenus adaptables pour une très large audience, c'est pour ça qu'on va vers l'hybridation. On aura l'originalité d'avoir des chantiers écoles à taille réelle, des simulateurs, par exemple avec le Digital Lab. On va travailler ensemble, main dans la main, opérateurs de formation académique, opérateurs de formation industrielle. On va aboutir à des micro-certifications, les rassembler dans un catalogue commun et faire une communauté de formateurs. Sur le volet formation initiale, on va travailler sur les soft skills. Alors, j'appuie toujours trop vite. C'était le rapport Jouzel qui a été mentionné par Clémence, le voici, hein, c'est aussi le facteur déclencheur. On n'a pas le choix, on doit y aller. Et donc, on va devoir, à l'échelle, on a déjà référencé les licences, les masters, on arrive à plus de 60% de l'offre totale de formation A2U qui va accueillir des modules de formation initiale. Ça, c'est le premier étage de la fusée. D'abord à l'ULCO, on expérimente la première année. La deuxième année, on étend à l'UPJV et à l'Université d'Artois. Et ensuite, la troisième année, on hybride et on utilise Digital FCU, on utilise la plateforme France Université Numérique pour créer des MOOC en lien avec la décarbonation industrielle. Il y aura une commune de 26 heures qui est prévue. Alors peut-être que Clémence, elle va dire que ce n'est pas assez, autour de la décarbonation industrielle. Mais en tout cas, on a prévu aussi de la spécialiser pour répondre à tout le monde, à la fois avec une spécialisation SHS sur un volet plus économique et une spécialisation sciences et techniques. Il y aura aussi des hard skills. Par exemple, vous prenez notre école d'ingénieurs qui a un parcours génie énergétique et environnemental. Ils auront une mineure en lien avec la décarbonation et les technologies du futur. L'IUT a le droit de faire évoluer ses contenus de formation actuels pour leur donner une couleur territoriale. Donc l'IUT Dunkerquois, maintenance industrielle et métiers de la transformation et de l'efficacité énergétique auront une coloration de décarbonation industrielle. On va former les formateurs du monde industriel. Donc ces formateurs du monde industriel vont venir piocher dans ce catalogue de micro-formation, micro-certification, arriveront à des blocs de compétences pour aller jusqu'à un titre qui sera un diplôme de formateur professionnel polyvalent dans un monde de l'énergie décarbonée. Et puis, comme je vous l'ai dit, on travaille avec la coordinatrice de bassin au niveau du rectorat pour inscrire dans le plan de formation des enseignants de la région des contenus en lien à la fois sur des aspects scientifiques, sciences dures, on va dire, et des aspects plus économiques autour de la décarbonation. Et on va co-construire en fait ce module ensemble pour aller aussi convaincre dans les lycées, dans les collèges, de l'importance de ces métiers. Voilà, j'ai fini et vous voyez que c'est un projet qui est soutenu, en particulier par tout le collectif CO2, tous ces industriels qui émettent beaucoup de CO2 sur notre territoire. Je vous remercie. On va avoir le temps que d'une question, mais sur laquelle on va être un peu long. Okay. Non, mais c'est très bien, c'est sûr. Merci beaucoup Arnaud.
On voit à quel point il est important de pouvoir se saisir à la fois des enjeux de formation initiale et des enjeux de formation continue. Et finalement, on a l'impression que les deux chemins ou les deux voies, elles ont du mal à discuter entre elles, qu'on a du mal à trouver... alors, sauf dans des exemples concrets, des exemples précis qui sont mis en œuvre, mais au niveau global, il semble que ces enjeux ne soient pas suffisamment abordés de manière globale pour l'ensemble des actifs, si on s'adresse aux jeunes en formation initiale. Selon vous, et je m'adresse à vous trois, Delphine, Arnaud, Clémence, comment les services universitaires de formation continue peuvent-ils se saisir ces enjeux de compétences dans cette économie, alors plus en transition, mais en transformation? Je ne sais pas qui veut se saisir de cette réponse en premier temps. Clémence. Merci beaucoup. Je peux commencer et puis je pense que ce sera peut-être... différents inputs seront utiles. Et merci beaucoup pour cette présentation. Yvette, je connaissais déjà, donc je suis moins surprise, mais j'adore quand même ce qui est fait. Et je promeus beaucoup ce que fait Delphine et son équipe. Le projet C'est décidé, je trouve hyper enthousiasmant. Enfin, je trouve que j'ai pas beaucoup mis l'accent là-dessus dans ma présentation, mais cette réflexion par territoire, elle est vraiment indispensable. J'en ai dit un petit mot, mais vraiment, du coup, je trouve que c'est un exemple vraiment, vraiment inspirant des moyens qui peuvent être mis derrière. Bon, malheureusement, c'est un ami, donc toutes les régions n'ont pas les mêmes moyens, mais en espérant que ça puisse alimenter des réflexions vraiment au niveau des bassins d'emploi et des spécificités régionales. Globalement, oui, sur cette question, comment les services peuvent aider à reboucler formation initiale, formation continue, moi, ce que je vois comme difficulté, c'est que j'ai l'impression que c'est pas... donc, la formation continue, c'est pas un bloc monolithique. Il y a beaucoup de choses différentes dans la formation continue. On a des formations en 2 jours, des formations en 1 an, et toute la gamme entre les deux. C'est du public, c'est du privé, c'est des universités, c'est une personne toute seule qui est constituée en organisme de formation. Donc la formation continue, c'est très très large comme secteur. Donc je pense qu'au niveau des universités et des établissements, il y a plus de choses à faire. En tout cas, c'est plus facile, entre guillemets, de recoller les deux. Plutôt que d'essayer de faire recoller de la formation initiale avec effectivement des formateurs continus tout seuls, même si l'objectif c'est d'y arriver aussi, mais c'est une question de plus grande ampleur. Mais au niveau des établissements, j'ai l'impression que ce qui peut vraiment être fait au niveau des services, c'est la circulation d'informations, la mise en relation entre la formation continue et la formation initiale. J'ai l'impression, de mon expérience, que c'est souvent pas les mêmes services, ou en tout cas c'est vraiment 2 branches distinctes des établissements qui gèrent chaque type de formation, peut-être pas systématiquement, mais c'est vrai que j'ai l'impression que souvent elles communiquent pas beaucoup. Les quelques chantiers auxquels moi dont j'ai eu connaissance au niveau des établissements pour intégrer les enjeux de transition dans les formations, c'était souvent au niveau formation initiale, mais en creusant un petit peu, je me rendais compte qu'il n'y avait pas de discussion d'implication de la formation continue ou de perméabilité ou de réflexion globale, formation initiale, formation continue. Et à chaque fois, je trouvais ça un peu dommage. La formation continue se posait plutôt la question effectivement des compétences et de l'évolution des métiers. La formation initiale, on était plutôt au stade, effectivement, module un peu de base sur les questions de transition. Les deux sont utiles, mais on retombe sur cette question cohérence d'ensemble, de former des étudiants et actifs en poste, mais à la fois cette compréhension des enjeux globaux et les compétences qui vont avec. Et je pense que ce serait très très riche d'arriver à articuler les deux. Donc je pense qu'au niveau des services, cette question de garantir une cohérence d'ensemble de la réflexion de l'établissement, essayer de pousser, donc nous au Shift déjà on essaie de pousser cette réflexion. Un établissement, il a intérêt à mener une stratégie qui soit cohérente sur 3 piliers. Le pilier formation, le pilier recherche et le pilier campus. Campus, c'est ce qui était un peu plus évident il y a quelques temps. C'était les côtés bâtiment, mobilité, vraiment décarbonation physique. Le volet formation, voilà, enseignement, contenu des enseignements et côté recherche. Et donc déjà avoir ces 3 piliers, c'est déjà un gros enjeu et je pense que les services peuvent permettre de reboucler sur les 3, mais ils peuvent aussi, au niveau de la formation et des enseignements, reboucler entre formation initiale et formation continue, en essayant d'inciter les responsables pédagogiques, les responsables de formation et les enseignants aussi, qui parfois peuvent intervenir potentiellement dans les 2 types de formation, à travailler ensemble, peut-être à mobiliser les mêmes expertises, parce que parfois on peut faire appel à du conseil externe ou à des personnes ressources, à mener de front, de manière conjointe, ces réflexions-là, et essayer de voir qu'est-ce qui peut être mis en commun, qu'est-ce qui peut être articulé entre formation initiale, formation continue. Est-ce qu'il y a un enseignant, chercheur qui est en formation initiale qui pourrait utilement intervenir dans la formation continue,
etc. Donc essayer d'avoir un peu cette vision globale et voilà, et ça c'est pas forcément quelque chose qui est toujours fait, ou en tout cas les services sont pas forcément mobilisés de cette manière-là. Ça demande évidemment des compétences complexes et multiples de faire ce qu'on propose de faire. On a bien conscience que l'ingénierie pédagogique que ça demande est assez poussée, mais le rôle des services peut vraiment être charnière pour pouvoir de faire quelque chose de vraiment cohérent, efficace, de pas avoir de perte inutile d'informations et d'énergie. Voilà, moi, c'est un peu mon point de vue de la petite expérience que j'ai de collaboration avec les établissements. Peut-être que du coup, les autres intervenants auront un point de vue un peu différent. Ouais, moi, je voudrais... Non, moi je pense qu'il faut, il faut absolument, en tout cas, les services universitaires de formation continue des établissements d'enseignement supérieur peuvent jouer vraiment un rôle crucial pour aider les apprenants à s'adapter aux enjeux de compétences émergents. Et là, je rejoins comment Clémence, parce que je pense qu'il faut vraiment identifier les compétences émergentes ou requises pour cette économie en transition. Faut expérimenter en fait des modalités pédagogiques qui permettent de travailler ces compétences et pas simplement les savoirs. Donc je dirais que voilà, les services de formation continue, elles peuvent identifier les compétences qui seront les plus demandées dans l'avenir, vraiment concevoir des programmes adaptés qui développent les compétences nécessaires pour cette économie en transition, donc concevoir des programmes de cours vraiment adaptés et voilà, et intégrer aussi le numérique, peut-être pour la partie théorique et peut-être intégrer aussi justement pour développer les compétences des parties plus appliquées. Voilà, et bien sûr promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie, puisque c'est vrai que dans une économie en transition, il est vraiment essentiel de promouvoir cette culture de l'apprentissage tout au long de la vie et de sensibiliser, de former continuellement et de développer continuellement les compétences. Donc voilà, mais c'est vrai qu'aussi se baser aussi sur ce qui se fait dans le cadre de la formation continue et de pouvoir récupérer. Moi, si j'ai le temps, je vous dirai quelques mots sur le socle commun de connaissances et de compétences transversales sur l'anthropocène là qu'on est en train de produire et de coordonner, qui sera mis à disposition de tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en France. Et donc, voilà, si j'ai le temps, je vous en dirai quelques mots tout à l'heure, parce que ce sont autant de contenus que vous pourrez aussi récupérer très facilement. Merci Delphine. En effet, l'UVED est lauréat du projet S3C qui vise à décrire un socle commun de connaissances et de compétences transversales sur l'Anthropocène. Malheureusement, on manque un peu de temps pour évoquer ce projet, mais j'imagine qu'on peut trouver plein d'informations sur la toile, sur ce projet, pour accompagner justement la création d'un socle commun de compétences. Dans ces cas-là, vraiment en résumé, c'est un projet qui est lauréat de l'année émergence 2022, donc du coup soutenu financièrement par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a pour objectif de former massivement tous les étudiants, donc toutes disciplines confondues, et le personnel. Donc la version 1 de ce socle sera mise à la disposition donc, de tous les établissements via la plateforme Moodle UVED, et comme je vous le disais tout à l'heure, donc de pouvoir récupérer tout ou partie de ce socle, et c'est un socle qui a pour objectif donc d'apporter des connaissances, des concepts de base pour favoriser vraiment le développement d'un esprit critique et d'une meilleure compréhension en fait de ce monde justement en transition, avec pour objectif aussi de lutter contre l'éco-anxiété, pas seulement chez les étudiants, mais chez le personnel. Et donc voilà, donc les établissements disposeront à la fois soit d'une formation clé en main, d'un enseignement commun, d'une culture générale partagée à tous, soit d'éléments pédagogiques, comme je le disais tout à l'heure, à intégrer dans des formations ou à mobiliser en fait dans une formation. Voilà, et c'est un socle commun qui sera composé, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, à la fois d'éléments théoriques et de parties appliquées, basées sur l'approche par compétence, la pédagogie par projet, et qui pourra être jouée en présentiel ou sous format hybride ou en distanciel. Et donc, c'est vraiment un projet très, très souple, très flexible, très modulaire, très personnalisable,
Donc voilà, n'hésitez pas à vous tenir informé via l'UVED ou à me contacter pour en savoir plus. Merci beaucoup Delphine. Sur cette question de comment les services universitaires de formation continue peuvent-ils se saisir de ces enjeux de compétences et de formation, Arnaud a un message important à faire passer, je crois. Bah oui, parce que finalement, j'ai oublié de vous parler de l'essentiel. L'essentiel sur ces thématiques, en tout cas autour du projet C'est décidé, je vous donne mon regard territorial, ça va être dans les années à venir la reconversion des salariés. Vous prenez l'exemple de Total Energy, 2/3 des salariés de Total Energy doivent être reconvertis dans les 5 prochaines années aux énergies renouvelables. Qui va le faire ? Ce n'est pas la formation initiale, c'est la formation continue. Donc ça, c'est essentiel. Vous prenez ArcelorMittal, vous voyez dans la presse qu'ils vont produire des aciers de manière électrique cette fois-ci, sans énergie fossile. Là aussi, il va falloir reconvertir tous ces salariés-là. Et donc ça, c'est vraiment un enjeu de la formation continue. Et ce que moi, je vois déjà avec le projet C'est décidé, on n'a pas encore signé les accords de consortium et tout ça, mais déjà, on a l'AFPA qui vient frapper à la porte de notre IUT. Vous avez un biométhaniseur, est-ce qu'on peut envoyer des gens chez vous pour travailler sur ces thématiques-là ? J'ai 30 jeunes là, qui sont prêts à arriver. On a chez nous nos masters qui veulent aller travailler sur le chantier Oleum de Total Energy. Ça veut dire que les différents opérateurs de formation qui travaillaient chacun dans leur coin, sans se parler, c'est fini. On ne peut plus faire ça. Il va falloir vraiment travailler tous ensemble. Alors je sais que le monde de la formation est un monde concurrentiel, hein, mais sur ces thématiques-là, on n'a pas le choix, il faut travailler ensemble et on ne peut pas tous tout faire. Donc voilà, moi c'est un peu le message que je voulais porter. Et ce rôle-là, c'est vraiment le rôle de la formation continue. Merci beaucoup Arnaud. Il est temps de vous laisser la parole, vous laisser réagir, poser des questions à nos intervenants. Et donc la parole circule librement, n'hésitez pas à vous en saisir. Comme je ne sais pas encore à qui s'adresse la question. Bonjour, Véronique Lazéry, je suis de l'Université de Pau des Pays de l'Adour. Je suis CAFCES aussi de l'Académie de Bordeaux. Et là, je vais plutôt intervenir en tant qu'enseignant-chercheur. Je suis professeur d'université. Et je travaille dans un établissement qui est ici, donc projet d'excellence dans le domaine de l'énergie et de l'environnement. Il se trouve qu'à Pau, ça fait bien longtemps qu'on fait du captage du CO2, on fait de la décarbonation quelque part, parce que historiquement, le site de Pau, de l'Université de Pau, est lié, alors on appelle ça Total maintenant, c'était Elf à l'époque, c'était le gisement de lac. D'accord ? Donc c'est un domaine qu'on connaît très très bien. Et je vous parle de ça parce que dans vos discours, peut-être à l'exception de monsieur, pour le projet C'est décidé, je n'ai pas entendu parler du potentiel de nos établissements, on est tous de l'enseignement supérieur, nos établissements de nos universités, le potentiel énorme de la recherche. Aujourd'hui, en France, on fait une recherche de pointe dans ce domaine-là. Donc ça veut dire qu'en termes de formateurs, on est enseignants-chercheurs, hein, pour la majorité à enseigner dans ces universités. Ça veut dire que, je ne sais pas vous, mais moi au quotidien, à mes étudiants, même si dans la maquette de formation, il n'est pas marqué que je travaille sur les énergies renouvelables, que je sensibilise mes étudiants aux métiers de demain, eh bien on le fait. D'accord ? Et je trouve important de le dire. On a en France aujourd'hui, dans nos établissements, un potentiel fort de gens qui enseignent, parce qu'ils enseignent les résultats de leurs recherches devant les étudiants, en formation continue aussi, parce que ce sont toujours les mêmes publics. Hein. On intervient aussi dans les formations en apprentissage et autres. Voilà, c'est un petit peu la remarque que je voulais faire. Moi, je trouve qu'on n'a pas assez parlé du potentiel de nos établissements là-dessus. Et ça me gêne un petit peu. Voilà, merci. Oui, merci pour la question. C'est une bonne remarque. J'en ai pas du tout parlé aussi parce qu'au Shift, on a un petit peu réfléchi sur le sujet, mais on n'a pas publié de rapport sur la recherche et donc j'en ai pas parlé plus que ça. Mais c'est clair que le lien est énorme, notamment sur ces questions d'enseignement. Finalement, là où on a fait le lien, c'est que les enseignants enseignent généralement sur la base de ce qu'ils recherchent. Donc le fait de développer la recherche sur les questions de transition, c'est évidemment indispensable. Alors, développer la recherche portant sur les questions de transition, c'est indispensable, et intégrer les questions de transition dans la recherche en général,
c'est presque encore plus indispensable parce que c'est souvent moins fait, ou en tout cas c'est moins en ligne de mire que le reste. Donc le fait d'intégrer vraiment l'impact de la recherche dans les projets de recherche, les dossiers qui sont montés, le fait simplement d'avoir une vision ou d'amener les chercheurs à réfléchir sur l'impact sociétal et écologique de ce sur quoi ils recherchent. Certains le font automatiquement, d'autres beaucoup moins, et donc c'est intéressant aussi de faire évoluer ce cadre-là. Mais globalement, la recherche a un rôle vraiment indispensable. Alors la recherche sur les enjeux physiques, techniques, la recherche aussi sur les enjeux sociaux et l'évolution, plus sciences sociales, humaines et économiques, c'est des sujets qui sont beaucoup moins envisagés sur ces questions de transition écologique. Au Shift, on essaie d'en parler beaucoup parce qu'on pense qu'il y a de gros enjeux de sobriété et que tout ne peut pas passer par la technologie, donc il va y avoir besoin d'évolution technologique, il va y avoir aussi besoin d'évolution de modèles de gouvernance, de modèles d'organisation politique, de modèles de simplement comment on vit autrement et on pense nos sociétés autrement. Donc la recherche est vraiment indispensable et doit alimenter toutes ces questions d'enseignement. Donc c'est vraiment un oubli de ma part de ne pas en avoir parlé, mais ça me paraît vraiment indispensable. Je pense qu'au niveau régional aussi, déjà je pense que Delphine pourrait aussi en parler parce que c'est des enseignants-chercheurs. Je crois que, je ne sais pas si tu l'as dit, mais qui a travaillé sur le socle. En fait, je crois qu'il y a eu effectivement une incompréhension, mais toutes les ressources pédagogiques, toutes les formations, tous les MOOC sont réalisés, sont produits par des enseignants-chercheurs. Donc, en fait, quand on dit qu'UVED met à disposition, produit, coordonne, sans les enseignants-chercheurs, il n'y aurait rien. Donc, en fait, toutes les formations qu'on met à disposition, c'est du transfert direct des résultats de la recherche. Ce sont les enseignants-chercheurs qui rédigent les contenus, qui valident les contenus, qui participent, qui contribuent, qui s'impliquent. Donc en fait, voilà, en fait, ça effectivement, peut-être que ça manquait de précision, mais ça me semblait peut-être évident de mon côté et moins du vôtre. Mais à partir du moment où la Fondation UVED est composée d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche et que nous produisons, nous coordonnons des ressources pédagogiques numériques, des formations, les MOOC, ce sont donc bien sûr qu'on fait appel à des enseignants-chercheurs et que ça permet de valoriser tous leurs travaux de recherche et un vrai transfert d'expertise. Donc voilà, donc désolé pour l'oubli, mais ça me semblait évident. Mais désolé si je ne l'ai pas précisé. Très rapidement, moi, je vais vous dire où est la recherche dans C'est décidé. Donc, outre le fait, effectivement, que les gens qui vont intervenir sont enseignants-chercheurs. Moi, je suis physicien, spécialiste de la qualité de l'air, et je crée des instruments pour mesurer la pollution dans l'air. Donc, on est toutes des équipes là-dessus avec différentes thématiques. Mais où est la recherche ? Les plateformes qu'on va mettre en réseau, qui vont accueillir des salariés, qui vont accueillir des étudiants, sont des plateformes aussi dédiées à la recherche. Celle qui sera à la maison de la recherche en environnement industriel aura une instrumentation de pointe qui va permettre d'avancer sur la production de nouveaux catalyseurs, sur l'étude de la formation des particules dans l'air, etc. Elles auront une double vocation, recherche et formation. Et puis après, dans la formation à la recherche, on n'en a pas parlé aussi, les modules qu'on crée, ils vont bien de Bac-3 à Bac+8. Et le Bac+8, c'est quoi ? C'est d'inscrire, par exemple, dans les catalogues de formation des écoles doctorales, des modules en lien avec ces thématiques-là. Donc ça, on a prévu de le faire, parce que finalement, nos doctorants, après, vont jouer un rôle aussi de formateurs auprès des industriels, auprès du monde académique. Et ensuite, hier, j'organisais les rencontres universités-entreprises qui montraient des success stories de thèses en partenariat public-privé avec les industries, en particulier régionales. Une bonne partie de ces thèses et de ces success stories étaient en lien avec ces thématiques de développement durable et de décarbonation. Des thèses avec GRDF, des thèses sur les mobilités avec Toyota, etc. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura par exemple sur le Dunkerquois des rencontres CO2. On va mettre autour de la table des chercheurs, des industriels. Vous avez besoin de quoi ? On sait faire quoi ? Ah tiens, on peut travailler ensemble et on peut faire des thèses. Voilà. Et juste une précision, au-delà de créer des ressources pédagogiques nouvelles par des enseignants-chercheurs, la mission aussi du VET, c'est de valoriser ce qui existe, qui est produit par les enseignants-chercheurs, tant dans le domaine de la formation que de la recherche. Et donc, on ne crée pas que des contenus nouveaux, on valorise aussi tout le patrimoine pédagogique dans le domaine
pour offrir justement une visibilité nationale. Et donc, on recense, on référence les ressources pédagogiques numériques, les cours, les travaux des enseignants-chercheurs, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Et donc, ce qui permet à la fois de valoriser vraiment tout le patrimoine pédagogique. Ok, oui, bonjour. Juste une petite remarque sur ce qui a été dit à la fin là, sur la production d'ArcelorMittal fait de l'acier électrique. Donc, alors bien sûr, ce n'est pas de l'acier avec l'électricité, c'est de l'acier avec de l'hydrogène qu'on utilise pour réduire l'oxyde de fer. Hydrogène produit par de l'électricité que l'on veut verte, bien sûr, sinon ce n'est pas intéressant. Et donc, je lisais un petit peu là-dessus les relais de presse. Donc, en gros, pour le projet, il faut l'équivalent de 2 EPR en termes de consommation électrique. Vous savez combien d'années ça prend à construire un EPR en France? Donc, la question, c'est est-ce que ça a été anticipé ou pas? Parce que hier, on nous a bien expliqué qu'il ne fallait pas réfléchir en silo, mais de façon holistique. Et là, c'est exactement le type de problématique sur lequel on est. On veut décarboner ce truc-là. Donc, l'idée, c'est effectivement, on produit l'hydrogène à partir de l'électricité bas carbone, on réduit l'acier, ça boucle, très bien. La question, c'est où on trouve l'électricité à ce moment-là. Est-ce qu'on construit effectivement 2 EPR en moins de 20 ans? Possible, faire venir les Chinois. Ou est-ce qu'on coupe l'électricité à droite ou à gauche pour réussir à faire ça? C'était toute la problématique que mes collègues du Shift connaissent très bien. Dès qu'on met les chiffres sur la table, les ordres de grandeur, certains projets qui ont l'air super sur le papier, ça devient tout de suite un peu moins rigolo à mettre en œuvre. Moi, je vais répondre à ça. Je vais répondre les deux. Il y a 2 EPR qui arrivent à Gravelines, là, juste à côté de chez nous. Si on met de côté la centrale ukrainienne, on a la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Et elle va effectivement s'agrandir. C'est clair, vous prenez Aluminium Dunkerque, c'est un réacteur pour une usine. Donc l'explosion de demande électrique, elle va être là, qu'on le veuille ou non. Effectivement, qu'on le veuille ou non, et c'est moi aussi ce qui me plaît un peu dans le regard jankovicien et du Shift Project, c'est que tu ne peux pas tourner le dos au nucléaire et il faut faire avec. Après, la question, c'est effectivement, on ne peut pas attendre 20 ans. Alors, je ne sais pas, normalement, enfin, ce que disent hier l'intervenant d'EDF, c'est que les nouvelles EPR ne vont pas suivre les écueils de Flamanville, hein, que ça va aller beaucoup plus vite. Alors, beaucoup plus vite, c'est sûrement 20 ans, effectivement. Et en attendant, en tout cas, il va falloir aussi trouver d'autres solutions. C'est pour ça qu'à votre question, je réponds les deux. Voilà, on n'a pas le choix. Peut-être une dernière question au fond de la salle, parce que le temps nous manque. Oui, bonjour, Francis Bersfeld, Sorbonne Université. Moi, j'avais 2 remarques par rapport au projet que vous avez présenté. Je suis assez bluffée de votre projet. Et puis, en même temps, je vais avoir besoin d'un petit coup... Pardon ? Et puis, je vais avoir besoin d'un petit peu de soutien parce que de l'éco-stress m'a envahi. C'est-à-dire que, très concrètement, pendant que Total s'engage à vos côtés, qu'est-ce qu'il va faire en Afrique ? Il va chercher encore des énergies fossiles. Où est la décarbonation? Et là, moi, en tant que citoyen, je suis prise d'un éco-stress. Et deuxièmement, quand je vois les propositions sur la formation professionnelle pour les Bac-3, à qui on va enlever des heures de formation générale, comment est-ce qu'on va les former sur cette question? Comment est-ce qu'on va faire pour ne pas décorréler la culture générale pour donner du sens aux compétences techniques? Voilà. Et là aussi, j'ai besoin de soutien pour gérer mon éco-stress. Tu veux répondre ou je réponds? Ok. Alors, je travaille avec le centre de formation de Total Énergie. Donc, effectivement, en plus, au moment où on passait l'oral, c'est le moment où il y a eu envoyé spécial avec Élise Lucet sur Total Énergie, tout ça. Et je me souviens d'avoir été voir Stéphane Ramy. Je lui ai dit, j'espère qu'on ne va pas avoir des questions poil à gratter autour de ça. Il nous dit, mais
moi, c'est pas mon boulot. Moi, je suis là pour former des gens. Et donc, effectivement, c'est un peu mettre la poussière en dessous du tapis. Hein. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu quand je suis allé vers eux, c'est une vraie volonté de passer à autre chose. C'est-à-dire, quand je vous annonce 2/3 des salariés qui vont être reconvertis, c'est pas du bluff. Hein. Ça, c'est un fait. Et après, il y avait le deuxième aspect, c'était sur... Ah oui, alors là, vous parlez du problème à Bac-3, mais on a exactement le même dans l'enseignement supérieur. C'est pour ça que moi, j'aurais voulu parler à cet intervenant de Lyon. Quand je vais aller voir une licence d'espagnol, quand je vais aller voir une licence... Il est là? Ah, pardon. Alors, c'est la question que je vous pose. Moi, je vais aller voir ma licence d'espagnol, ma licence de maths et tout ça. Je vais leur dire... On met du développement durable dans vos formations, c'est le rapport Jouzel, c'est comme ça qu'on fait. On est en retard à l'ULCO, à Lyon ils l'ont fait, c'est super. Mais ils vont dire oui, mais je vais devoir retirer mon module de maths et je vais devoir retirer mon module d'espagnol. Je vais devoir retirer du contenu disciplinaire. Et quelque part, votre question, elle est dans ce sens-là aussi, non ? Alors, en tout cas, moi, la question que je pose à l'intervenant de Lyon, c'est est-ce que les modules que vous avez ajoutés ont retiré du disciplinaire? Voilà. Après, c'est après ton intervention. Oh, c'est pas grave, je vais parler fort. Donc, la réponse est non. La réponse courte est non. La chance qu'on a, c'est que c'est des licences. Donc, licence, vous avez l'arrêté licence, le décret licence. C'est bon? Ah oui, c'est bon. Je l'ai frappé, il marche. Donc la réponse courte, c'est non, on n'a pas retiré. Pourquoi? Parce que ce sont des licences. En licence, vous avez l'arrêté licence qui prévoit que vous avez obligatoirement dans le cursus ce qu'on appelle des enseignements transversaux, ce que j'expliquais dans la petite vidéo. Donc, qui sont des enseignements non disciplinaires. Donc en sciences, c'est tous pas des sciences. Donc la langue, le numérique, des trucs comme ça. En langue, c'est autre chose. Je ne sais pas ce qu'ils font dans les facs de langue. Et donc ces UE sont obligatoires chez nous déjà. Et donc j'ai simplement pris les UE qu'on appelle des UE d'ouverture. Alors c'était sexe et culture, voyage dans le cerveau, enfin des trucs comme ça. Très intéressant, je ne dis pas ça. Mais en tous les cas, j'ai dit voilà, maintenant cette année c'est fini. Vous n'avez plus le choix de faire vos trucs. Vous prenez, c'était climat et transition, le titre de l'UE. Je suis resté loin de développement durable, l'oxymore bien connu. Je dis je ne veux pas de ça. Et donc c'est une UE obligatoire qui compte. Il y a 2 crédits. À la clé, c'est non compensable, puisqu'on est à l'approche validation-non-validation, donc les étudiants ne peuvent pas faire l'impasse là-dessus. Et ça n'a pas retiré de trucs disciplinaires. Alors qu'on est à 2 crédits pour l'instant, on est d'accord. C'est pas énorme, on peut faire plus, c'est la première brique, mais c'est possible. Alors après, la difficulté de l'étendre, comme j'en parlais un petit peu, il y a deux écueils, je dirais, c'est dans les formations de santé. Alors eux, ils ont leur propre module, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vaut, mais ils l'ont fait à part, toujours pareil. Et les IUT qui, eux, ont une vie à part aussi, ils n'ont pas de décret licence. Donc là, c'est un peu compliqué à leur tordre le bras. Mais c'est une vraie question, effectivement. Ça rejoint un petit peu la remarque que je faisais hier pour titiller un peu l'Assemblée. Est-ce qu'il faut former tout le monde à Bac+15 et tout? Dans la formation générale, ça prend du temps. Intéressant. Qu'est-ce qu'on sacrifie? Et à ce moment-là, encore pareil, on revient sur ces problèmes de finitude du monde. On a 180 crédits pour une licence. Est-ce que nous, universitaires, on considère que ce qui est important, c'est mon UE de physique nécessaire à la rotation de la Terre, comme chacun sait, ou est-ce qu'il y a un truc supra qui est ces problèmes d'environnement? Donc est-ce que je suis prêt à sacrifier quelques heures de mon petit UE à moi pour les biens communs ou pas? Ça revient à ça aussi. Et pour compléter, moi je pense qu'il y a 2 manières de faire. Il y a effectivement rajouter des heures de cours, et ça c'est dur. Parce qu'on n'a pas le temps et parce qu'on n'a pas de moyens souvent au niveau de l'université. C'est pour ça que nous, ce qu'on recommande au Shift, c'est d'essayer de transformer les cours existants. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être intégrées de manière transversale aux cours qui existent déjà. Un cours sur l'économie qui intègre les paramètres liés aux limites physiques de la planète, c'est possible.
et ça rajoute pas forcément d'heures. Un cours sur la supply chain, mais qui intègre les enjeux, donc la chaîne de valeur, et qui intègre ces enjeux-là. En fait, c'est des choses qu'on peut mettre faire infuser dans un peu tous les enseignements, ce qui fait que ça permet de limiter pas mal le nombre d'heures à rajouter encore de choses sur les choses qui seront pas abordées. Donc je pense qu'avoir un module dédié, c'est utile parce que ça permet quand même de présenter une vision globale, mais il y a plein de sujets techniques ou un peu plus approfondis ou un peu plus spécifiques qui peuvent être mis dans les enseignements existants, et c'est là qu'on retombe sur le gros enjeu de former les enseignants, parce que c'est les enseignants déjà en poste qui ont déjà leur matière, leur cours, qui peuvent faire évoluer ce cours-là pour le faire un petit peu différemment et intégrer un bon paquet d'enjeux en fait. Et c'est pour ça qu'une des manières de faire au niveau de l'établissement, c'est de réfléchir ensemble à c'est quoi ce socle de connaissances et de compétences, et ensuite qui fait quoi. Et ensuite faire le plan de formation pour les enseignants qui va avec, mais en tout cas distribuer de cette manière-là et voir à la fin qu'est-ce qui rentre pas dans l'existant et du coup qui doit être ajouté en plus par la suite, et du coup trouver les quelques heures qu'il faut en plus, mais ça permet de ne pas juste rajouter des heures, ce qui est très difficile à faire. Donc ça c'est un petit point. Et peut-être sur l'aspect éco-anxiété, et aussi en fait ça rebondit en fait sur les questions à la fois de réacteurs nucléaires et de plein d'autres sujets. Il y a des arbitrages à faire. Cette question de transition, on ne pourra pas tout faire. On le voit beaucoup, nous, donc dans les discussions aussi qu'on a avec la planification secteur par secteur, on a des conflits d'usage massifs, énormissimes, qui ne sont pas résolus entre les secteurs. En termes d'utilisation de l'énergie, par exemple, tout le monde veut la même énergie pour faire plein de trucs différents, que ce soit le bâtiment, la mobilité, l'industrie, etc. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, ça ne boucle pas. On n'a pas toute l'énergie disponible pour faire tout ce qu'on veut faire en matière de transition. C'est là que ces questions de planification, elles sont majeures. Aujourd'hui, c'est juste que ça ne marche pas. De la même manière pour la biomasse, aujourd'hui, on veut que l'agriculture, elle nourrisse le monde, mais elle fasse aussi de la bioénergie qui doit faire servir à faire rouler des avions, faire voler des avions, faire rouler des camions, et faire plein d'autres choses aussi, faire de l'énergie en plus, etc. On ne peut pas tout faire avec ces ressources-là. Donc il y a des arbitrages à faire. C'est pour ça que nos shifts, on parle beaucoup de sobriété. Si on ne veut pas avoir besoin de faire pousser des réacteurs partout, va falloir qu'on choisisse les usages qu'on va avoir besoin de développer. Ça, c'est des choses à discuter tous ensemble, mais c'est majeur. Et sur ces questions pour terminer, sur ces questions de formation aussi, et de réflexion sur comment on répond aussi aux interrogations. Nous, on a fait avec les shifters, du coup, sur tout le territoire, il y a 2 ans, on a fait une big review, une sorte de grande consultation autour de nos propositions sectorielles. Et ce qui est beaucoup remonté du terrain de la part de tous les citoyens, c'était oui, on veut bien faire tout ça, mais là, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est nos emplois là-dedans. C'est quoi notre place dans cette transition? Comment on va faire quand nos emplois ils vont être détruits? Qu'est-ce qu'on va faire à la place? On n'est pas formé. Comment est-ce que voilà, donc c'est une des plus grosses limites qu'on voit, au-delà de ces grosses difficultés d'arbitrer sur les ressources et où est-ce qu'on les alloue, c'est répondre aux inquiétudes des gens et leur trouver une place professionnelle dans cette transition. Donc il y a un énorme sujet là-dessus, et ça permet de répondre aussi à une bonne partie de l'éco-anxiété en fait, des citoyens en général, les aider à envisager la place qu'ils vont avoir, et les aider à planifier leur formation aussi. On parle beaucoup de relocaliser plein d'activités, ça veut dire plein d'emplois en plus. On n'a pas forcément les formations qui répondent à ces emplois-là. Ça veut dire effectivement résoudre la question des vases communicants. Quels emplois on peut transformer en quels autres emplois? Quelles sont les compétences en commun, etc. Donc tout ça, c'est des choses à instruire de manière massive. Et c'est beaucoup la formation continue qui ont les clés pour faire ça. Et nous, au Shift, du coup, et ce qui va un peu avec tout ça, c'est qu'on essaie de porter ces idées-là auprès des acteurs pertinents. Les syndicats s'emparent de plus en plus de ces questions. Peut-être que vous pouvez aussi les alimenter, mais en tout cas, c'est vraiment des sujets qui les inquiètent de plus en plus, qui les interrogent de plus en plus. Là, il y a en plus un peu un renouvellement à la tête des syndicats majoritaires. Donc c'est vraiment des choses, je pense qu'il faut arriver à faire fourmiller et rendre de plus en plus puissant comme réflexion pour pouvoir vraiment mettre les moyens derrière la planification de la formation. Voilà, c'est pour finir. Un grand merci à nos intervenants. C'était le mot de la fin. Et puis comme ces questions sont passionnantes, qu'on a encore beaucoup de choses à régler et beaucoup de choses à envisager ensemble, eh bien, le président de la FCU propose... pour la rentrée, un webinaire à consacrer sur ces questions, et on mobilisera à nouveau nos intervenants pour participer à éclairer ces questions avec vous. Je passe le micro un instant. 10 secondes, 20 secondes. Les ateliers, donc je vous rappelle, ils sont notés au verso de votre badge. De 1 à 4, ils ont lieu à la Bib. C'est un bâtiment qui est en face. Les t-shirts roses, on vous emmène...
sur les ateliers 1 à 4. Les 5 à 9 ont lieu ici au premier étage. Les salles individuelles sont affichées au niveau de l'espace pause. Et aussi, un petit mot, n'oubliez pas ce ticket ce soir pour votre repas au Cursal. Voilà, à tout à l'heure. Un tonnerre d'applaudissements pour nos intervenants. Merci beaucoup. Merci à vous.